Rebonjour, je suis Mathieu Lacroix, en charge du marketing pour Imagreen et je vais être l'animateur de cette table ronde énergique Imagreen. Alors Imagreen en quelques mots, Imagreen nous sommes une société de conseil, d'action et d'innovation. Nous accompagnons les entreprises dans leur transition sur le volet social, environnemental et également économique. Nos actions, nous les portons essentiellement sur le volet RH, depuis le recrutement jusqu'au détachement de compétences. Nous avons également une expertise, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui sur cette table ronde en RSE, du diagnostic jusqu'à la certification en passant par le plan d'action. On accompagne également les entreprises sur leur stratégie bas carbone, du bilan carbone jusqu'au plan d'action. Et finalement, on a aussi un dernier volet qui est celui de la communication et de l'influence. On accompagne notamment les filières sur leur sujet de lobbying. Voilà pour Imagreen. Quentin, je te laisserai présenter Énergique un peu plus tard. Alors, vous l'avez vu, la thématique de cette table ronde, c'est structurer sa démarche RSE et mobiliser les parties prenantes. Alors, si aujourd'hui le pourquoi a été bien assimilé par les organisations, pourquoi je dois lancer ma démarche RSE, à la fois pour renforcer ma marque employeur, se différencier, attirer des investisseurs notamment, se pose aujourd'hui la question de la structuration de la démarche RSE et surtout comment je viens engager mes parties prenantes. Cet engagement des parties prenantes va être le facteur clé de succès de la démarche qui sera entreprise. Pour vous convaincre de vous lancer dans le défi, pour vous donner quelques billes pour vous lancer, on a réuni autour de la table 4 intervenants. On a Camille Lermite de la Banque de France, on a Amélie Carayon de Lecas Service, on a Pauline Paquier d'Imagreen et on a Quentin Ousteland d'Énergique, partenaire de cette table ronde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais à tous et à toutes intervenants vous poser une première question. En 2 mots, quelle est pour vous une action RSE incontournable? Qui commence? Je veux bien commencer parce que ça va être assez fondamental. Ce que je propose de dire, c'est qu'aujourd'hui, la démarche RSE, elle ne doit plus poser question. C'est ça la pratique incontournable. C'est que c'est bon, la RSE, ce n'est plus une option, c'est plus une action qui relève d'une équipe isolée. La démarche RSE, elle doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Sa présence dans la gouvernance ne doit plus être un sujet, elle doit être intégrée dans les objectifs métiers, elle doit faire partie du quotidien des collaborateurs. C'est ça l'incontournable à ce stade des hostilités de la démarche RSE aujourd'hui, à mon sens. Merci. Amélie? Donc, dans mon entreprise Lecas Service, c'est la réparabilité. C'est vraiment le business model de notre entreprise. C'est faire en sorte que nos meubles durent le plus longtemps possible pour que nos clients soient satisfaits et de ce fait qu'on puisse vraiment être dans l'usage, dans l'utilisation. Et que ça fait 20 ans que voilà, on a un technicentre chez nous, donc on répare l'intégralité des pièces, on a des pilotes, des agents sur toutes les pièces, que ce soit la sidérurgie, voilà, toutes les pièces, et il repart comme s'il était neuf. Donc c'est vraiment ça l'importance chez nous. Principe de réparabilité. Oui. Super. Quentin, de ton côté? Alors pour nous, la spécialité, ça va vraiment être la sensibilisation et la formation aux sujets environnementaux, mais tout ça de manière positive et ludique, vraiment donner envie à chacun de se mobiliser pour l'entreprise, dans la mesure où on considère que une organisation est une somme d'individus et c'est en transformant, en donnant envie aux individus de s'impliquer qu'on arrivera à transformer les organisations in fine. Merci. Pauline, pour terminer. Alors, dans la continuité de ce que Quentin vient de dire, effectivement, la sensibilisation, elle est importante pour expliquer le pourquoi auprès des équipes et de l'ensemble des parties prenantes. Et du coup, moi, je dirais que la partie suivante qui est importante à mes yeux et à ceux de mon équipe, c'est de savoir où l'on est pour savoir ensuite où l'on va. Donc, vraiment de prendre le temps de faire un état des lieux, de faire un diagnostic, de faire émerger les points forts, les axes de progrès en vue de structurer un plan d'action. Et donc cette partie-là de diagnostic d'état des lieux, elle peut s'appliquer sur énormément de sujets, sur la démarche RSE au sens large, mais ça peut être voilà, le volet, le focus plutôt carbone, plutôt RH, plutôt achat, mais vraiment prenez le temps de faire, comme on dit aussi, un stop and go. Alors, merci à vous pour ces premières idées. Première question de cette table ronde, on va commencer par le point de départ. Comment on structure sa démarche RSE? Par où on commence? Et est-ce que finalement on est obligé de définir une finalité à cette démarche? Amélie, je vais te lancer sur ce sujet et on va peut-être en profiter. Est-ce que tu peux nous présenter Lecas Service?
Déjà, bonjour à tous. Donc, Loca Service, Amélie Carion, je suis en charge de la RSE chez Loca Service. Donc, on est loueur de meubles réfrigérés pour la destination soit de la grande distribution, soit des industriels de l'agroalimentaire et de l'événementiel. Ça fait plus de 40 ans. Donc, l'entreprise est née en 1981. On est situé à Labassé, donc près de la métropole lilloise. Et la RSE est née depuis la création de la boîte parce que on loue plutôt qu'on vend. Donc déjà, c'est un business model vertueux. Et ensuite, de la RSE, on en fait, on va dire, depuis longtemps, mais pas structurellement. Donc c'est pour ça qu'on s'y est mis depuis 2 ans à vraiment écrire et rédiger une démarche RSE, à faire une structure, à formaliser nos documents. De là sont créées vraiment une stratégie RSE propre à Loca Service, et maintenant on se lance dans cette direction pour de grosses étapes qui vont arriver. Merci. Et tu peux donner des exemples de process que vous avez mis en place et développés ? Process, c'est tout simplement aussi mettre des indicateurs. On faisait énormément de choses, sauf qu'on n'avait pas forcément ou très peu de suivi, et grâce à cela, on a mis des indicateurs dans tous les services, que ce soit la consommation de nos énergies dans nos différents sites, parce qu'on a 10 sites situés sur le territoire français. En plus, avec ce qui se passe avec le décret tertiaire, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on devait faire, mais au moins on l'a fait en amont. Sur la consommation de nos énergies, on est également suivi par objectif CO2 par rapport à la consommation de nos carburants, parce qu'on a une flotte de camions qui transportent de ce fait nos vitrines réfrigérées vers nos clients. Donc on s'est engagé dans l'objectif CO2 sur 3 ans. Donc c'est beaucoup de choses qui font que on suit maintenant les choses. Et de ce fait, on met des actions en face, et de ce fait, ça implique nos collaborateurs dans ce sujet. Super, merci. On reviendra un peu plus tard sur la notion d'indicateur et comment on mesure finalement l'impact des actions qu'on a pu entreprendre. Si je reviens justement sur l'approche méthodologique, Pauline, justement, comment on se structure et comment on y va ? Alors, je vais rebondir sur ce que Amélie disait à l'instant. Donc, effectivement, on a accompagné Loca Service dans la structuration de sa démarche RSE. Également, je disais précédemment en introduction, donc il faut faire un diagnostic pour savoir où on en est. Donc c'est vrai qu'en faisant un diagnostic, vous allez vous rendre compte que vous faites déjà de la RSE sans le savoir. Donc c'est vraiment déjà très important pour prendre conscience de tout ce que vous faites déjà, capitaliser dessus, et ensuite voir l'ensemble des axes de progrès que vous avez à mettre en place, et donc de structurer un plan d'action à court, moyen et long terme, appuyé avec un ensemble d'indicateurs, comme Amélie vient de le dire. Il y a différents référentiels sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour cela. Donc il y a vraiment des normes internationales dédiées à la RSE, notamment l'historique, la norme ISO 26000. Nous, chez Imagreen, on privilégie principalement le référentiel Bicorp, que vous devez connaître tous. Donc voilà, ce référentiel qui permet de traduire et de rassembler l'ensemble des entreprises qui souhaitent être meilleures pour le monde. Donc avec un ensemble de 150-200 questions réparties sur différentes thématiques, que ce soit sur la gouvernance, sur les RH, sur tous les aspects autour de la collectivité avec les achats, au sens aussi ancrage local, territorial et engagement sociétal, la partie client et la partie environnement, de pouvoir réaliser ce fameux état des lieux. On a accompagné Loca Service avec ce référentiel Bicorp, mais aussi avec le référentiel international EcoVadis. C'est une approche qui est très complémentaire de Bicorp. Donc on peut aussi coupler et combiner différentes approches. Pour Loca Service, on a fait ce choix-là. Pour vous, il est important en tout cas de se poser la question de quel est votre écosystème d'acteurs, quelles sont les attentes donc, du coup, de vos parties prenantes. On observe énormément de clients qui vont demander de plus en plus des attentes en matière de RSE. Donc, c'est de pouvoir les prendre en compte. Peut-être que c'est du Bicorp, peut-être que c'est plutôt EcoVadis. Ça vous permet vraiment de structurer, de gagner du temps pour aussi intégrer l'ensemble de ces attentes. Et aussi, on peut avoir des partenaires aussi financiers qui peuvent aussi vous faciliter l'accès à certaines subventions et autres. Donc c'est intéressant aussi également de prendre en compte l'ensemble de ces attentes. Le but de tout ça, c'est surtout de derrière enclencher, générer une amélioration de votre performance globale, et au sens global, donc économique évidemment, mais aussi sociale et environnementale.
Merci. Alors, si je dis pas de bêtises, médaille d'argent, EcoVadis? Oui, on était 2 fois bronze et grâce à toute cette formalisation, structuration et du fait de l'accompagnement, parce que ça nous a poussé aussi à bien faire les choses, on a obtenu donc la médaille d'argent. Donc on est très fiers de cette obtention, ce score. Donc on a mis en place aussi beaucoup de documents. Cette structuration a permis ce résultat et aussi une ligne directrice vers laquelle on va aller dans les années à venir, parce que c'est pas fini. Maintenant qu'on a l'argent, on veut la prochaine. Donc voilà, et puis il faut aussi déployer les choses. C'est pas si simple déjà d'écrire et ensuite il faut déployer, faire connaître ces documents à l'intégralité de l'entreprise. Super. Avant d'évoquer l'engagement des parties prenantes, Camille, banquier central, la Banque de France, comment vous avez structuré votre démarche, en quelques mots? Alors, en quelques mots, déjà, qui est la Banque de France? La Banque de France, vous la connaissez peut-être parce que c'est nous qui fabriquons les billets de banque, notamment. Mais la Banque de France, c'est une institution qui participe à la stratégie monétaire de notre pays et puis de l'Union européenne, ou du moins de l'eurosystème. C'est l'institution en France qui s'occupe de la stabilité financière, donc qui à ce titre supervise les banques et les assurances. Et puis c'est une institution qui rend des services à l'économie. Et je vous dis ça parce qu'on aide tant les entreprises que les particuliers, et ce sera important tout à l'heure. Et donc je vous dis surtout ça parce qu'il faut bien avoir en tête la particularité de nos activités. On est un service public, donc en fait par essence, la Banque de France, elle participe à la construction d'une économie durable. Donc que ce soit au plan social, on a un accompagnement des particuliers surendettés, on participe à l'éducation financière du public. Au plan environnemental, on verdit nos activités de banquier central au niveau français, au niveau international. Et en fait, tout ça, on l'a affirmé en 2021, tout ça, c'est pas de la RSE. Tout ça, c'est notre cœur de métier et on verdit notre cœur de métier et on en est très heureux. Mais quand on parle de RSE, on parle de ce qu'on fait en tant qu'organisation avec des murs, des personnes qui parlent et qui bougent, bref, en tant qu'organisation. Et donc, en fait, on va essayer tout classiquement, comme n'importe quelle entreprise ou institution publique, de réduire notre impact ou de faire en sorte que notre impact il soit positif. Et ça, pour le coup, ça relève en fait de tout le monde, mais en particulier de 3 catégories de profils, et je les cite dans cet ordre. D'abord, les collaborateurs. Donc, ça n'a pas d'intérêt de faire de la RSE avec 3 personnes dans un bureau. Donc, on a placé les collaborateurs au centre de notre stratégie lorsqu'on a décidé de la structurer. En tout cas sous cette forme. Combien de collaborateurs, Banque de France? 10 000 collaborateurs, répartis dans toute la France. Donc avec un enjeu aussi géographique pour embarquer tout le monde et fédérer autour de ces sujets. Et puis des problématiques d'enjeu local, d'impact local aussi, qui peuvent varier d'un site à un autre. Donc en 2, les métiers. Finalement, en 3, la mission RSE, elle est en charge d'aller accompagner les métiers et les collaborateurs pour faire évoluer les pratiques. Mais finalement, elle n'est là que pour accompagner et elle a peut-être même vocation à s'effacer une fois que les pratiques sont rentrées dans le quotidien. Donc ça, c'est l'approche globale. Maintenant, notre stratégie RSE, on l'a structurée autour de 4 piliers qui sont centrés autour du verbe agir et qui sont assez classiques finalement. Agir pour l'environnement, agir pour l'inclusion RH et les initiatives collaboratives, agir comme mécène, et puis un pilier transverse qui a trait à nos actions pour lesquels on recherche l'exemplarité dans nos investissements et dans nos achats. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on a structuré, mais je voudrais quand même faire le lien avec ce que disait Quentin et ce que disait Pauline tout à l'heure. Si je prends un sujet qui est en phase de structuration justement en ce moment à la Banque de France, le sujet de la biodiversité, je trouve ça bien en fait de laisser vivre le sujet tout seul un moment, que les collaborateurs ils prennent les initiatives qu'ils ont envie de prendre, qu'ils développent les projets qu'ils ont envie de développer. On rentre en immersion dans le sujet, puis une fois que la mayonnaise a pris et que le sujet est présent, alors on vient structurer avec les méthodes, par exemple d'Imagreen. Je trouve que c'est mieux qu'une stratégie qui serait créée de toutes pièces et qui sortirait d'un bureau, pour le coup. Merci. Justement, si on fait un focus sur la partie collaborateur, toujours pour toi, quelle action on met en place et comment on arrive justement à un moment donné à réussir à s'effacer et à laisser les collaborateurs être moteurs sur ces sujets? En fait, on utilise 4 leviers, des leviers qui sont assez traditionnels. Déjà, on utilise quand même le cadre dont j'ai parlé. Donc, on a une stratégie, on a des objectifs prioritaires, on a des indicateurs. Tout ceci s'est reporté en COPIL, en CODIR, que sais-je encore. Donc, ce cadre, il est quand même très précieux parce que
Parce que quand on va voir les collaborateurs, c'est pas, encore une fois, 3 personnes dans un bureau qui ont décidé de repeindre les murs en vert. C'est la stratégie d'entreprise, ça nous donne cette légitimité. On a quand même une certaine audience qui est plus réceptive que si on n'avait pas ce cadre. Donc ça, c'est le premier levier pour embarquer. Ensuite, on s'appuie sur une communauté d'acteurs. Donc, cette communauté d'acteurs, c'est des correspondants RSE qui sont dans chaque région, qu'on réunit tous les mois pour faire le point sur les sujets, et qui sont quand même les leviers locaux de diffusion de l'énergie auprès des équipes, et de remonter également des manières de s'y prendre au plus proche du terrain. Donc c'est quand même très précieux. On a des relais plus informels aussi, des gens qui n'ont pas de casquette officielle, mais qui un jour ont créé un compost chez le superviseur bancaire, la CPR. Un autre jour qui nous ont dit qu'ils étaient bénévoles au World Cleanup Day, et donc sur qui on a pu compter pour mettre en place une action. Donc on les connaît, et ça fait partie des gens sur lesquels on peut s'appuyer pour que justement le bouche à oreille fasse son affaire, et puis on se fait en sorte d'être en permanence disponible pour interagir avec eux. Troisième levier, c'est les métiers. Donc quand on travaille sur le verdissement de l'immobilier, on parle à la direction de l'immobilier, les achats, voilà. On a structuré un peu tout ça. Et on se voit tous les mois pour certains métiers pour faire le point sur leur projet, où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous, on peut mettre notre input. Et puis dernier levier, ça se passe notamment dans des instants comme énergiques, c'est les moments où on doit parler à nos 10 000 collaborateurs et les embarquer tous en même temps. Et donc on a ce genre de dispositif qui permet de le faire à grande échelle, et c'est absolument génial. Merci. On reviendra tout à l'heure justement sur la manière dont on communique en interne les actions qui ont été entreprises. Et maintenant, je vais donner la parole à Quentin. Est-ce que tu peux nous revenir sur le challenge environnemental, présenter Énergic, je t'ai pas laissé le temps de le faire, et puis dire un peu ce que vous avez fait pour la Banque de France? Alors sur la partie Énergic, donc Énergic, c'est une entreprise qu'on a créée en 2016 maintenant, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Avec l'objectif de sensibiliser un maximum de personnes et de donner envie d'agir pour la transition. Donc vraiment planter des graines partout, quand je dis partout, c'est partout, pour faire en sorte que chacun puisse s'approprier le sujet et transformer l'organisation dans laquelle il est. Ça, on le fait de manière ludique et positive via des challenges, parce qu'on considère que c'est de cette manière-là, de manière positive et non contraignante, etc., volontariste, qu'on va réussir à impliquer un maximum de personnes, et notamment les personnes qui ne sont pas déjà impliquées. On parlait des ambassadeurs tout à l'heure, vous connaissez tous des ambassadeurs, à mon avis, dans vos entreprises. L'idée, c'est pas de travailler qu'avec les ambassadeurs, c'est de travailler aussi avec les personnes, et surtout avec les personnes qui ne sont pas motivées. C'est eux qui vous donnent un peu de fil à retordre. Donc pour ça, on déploie les challenges en interne dans les entreprises. Donc un peu plus de 250 entreprises aujourd'hui en France, de toute taille, de 50 collaborateurs jusqu'à à peu près 100 000, avec des boîtes comme Orange notamment. Donc même Banque de France fait figure de petites entreprises presque, mais assez impressionnantes quand même. Des publics scolaires, donc collège, primaire, collège, lycée, enseignement supérieur, et des bailleurs sociaux. Donc les 3 catégories de challenge qu'on adresse. Comment ça se passe concrètement le challenge? Donc chacun va pouvoir télécharger une application, rejoindre une équipe qui aura été formée en amont, va relever des défis pour le climat qui seront programmés en avance sur l'application, sur toutes les thématiques environnementales, répondre à des quiz, lire du contenu, découvrir des articles, des podcasts, etc. Donc se former sur ces sujets et agir concrètement pour gagner des points, bien se classer sur le podium, etc. etc. Tout ça, c'est animé par quelqu'un de chez nous. L'idée étant que animer une communauté, c'est vraiment une expertise qu'on a développée chez Énergic, qui prend du temps, que vous ne prenez pas forcément le temps de faire, que vous n'avez pas forcément les compétences pour le faire. Nous, on le fait, on s'en occupe. Et le troisième volet, c'est le côté communication. Parce que c'est bien beau d'avoir un bel outil bien animé, mais s'il n'y a personne dessus, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'impact. Donc on s'occupe également de toute la communication pour faire en sorte que, même dans les très grosses organisations, où il y a une inertie assez forte de la communication, enfin, en tout cas que le message passe pas souvent très bien, on arrive à infuser jusqu'aux collaborateurs sur le terrain. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Cœur depuis 7 ans maintenant, et chez Banque de France en particulier. Donc on a déployé le challenge il y a de ça quelques mois maintenant, ça a duré 3 mois. On a embarqué plus de 1500 collaborateurs au niveau de la Banque de France. Il y a 3000 idées qui ont été proposées, on parlait des remontées, etc. 3000 idées qui ont été proposées par les joueurs de la Banque de France, qui sont aujourd'hui à l'étude au niveau de la direction RSE pour être mises en place concrètement. Donc le challenge, c'est pas qu'une fin en soi, justement ça doit être amené à un après. Il y a des ambassadeurs nouveaux qui ont été détectés également pour mailler encore plus le territoire. Donc c'est toutes ces actions-là qu'on essaye de catalyser en fait dans les entreprises qu'on accompagne pour faire en sorte que ça bouge de l'intérieur
et qu'on arrive à transformer les entreprises par les collaborateurs. C'est vraiment notre cheval de bataille et c'est pourquoi on se lève chaque matin. Merci. Camille, ça a fonctionné? Un feedback? Ça a vraiment fonctionné. Un grand merci à Quentin, vraiment, et à ses équipes. Énergique, c'était le challenge, la solution vers laquelle on s'est tourné lorsqu'on a mis en place notre plan de sobriété énergétique cette année. En disant, il y a tout ce qui relève des métiers, donc on va travailler avec les métiers, on va régler la clim, on va régler le chauffage, mais il y a aussi ce qui relève des éco-gestes des collaborateurs. Et donc, il va falloir qu'ils éteignent les lumières, qu'ils prennent les escaliers, que sais-je encore. Et donc, on a besoin de les inciter à ça, et on s'essouffle un peu, il faut qu'on se réinvente et qu'on ait quelqu'un comme Énergique qui vienne nous accompagner. 1500 collaborateurs, quand on lance une action RSE à l'échelle de la Banque de France, c'est vraiment énorme. Donc merci beaucoup pour ça. Et ce que je trouve absolument génial, c'est le moment où le secrétaire général adjoint de la Banque de France poste sa photo de pull moche en même temps que tous les autres dans l'application, parce que c'était un défi qui a été lancé. Ça montre bien qu'en fait, on le voit dans les connexions, on a touché des profils extrêmement différents, et y compris dans le top management, qui, tout autant que les autres, aiment les méthodes un peu disruptives en matière de RSE. Merci. On a parlé des collaborateurs. Je vous propose maintenant de faire un focus sur la partie fournisseurs. Donc Amélie, je vais m'adresser à toi cette fois. Comment on embarque les fournisseurs finalement dans sa démarche RSE? Eh ben, grâce donc au diagnostic, on a créé et formalisé des documents, dont la charte achat responsable qu'on n'avait pas faite et qui est obligatoire quand on fait de la RSE. On a créé un questionnaire fournisseur en listant énormément de choses et d'éléments qu'on leur demande pour créer ce partenariat vertueux. Et c'est comme ça qu'on a incité aussi nos fournisseurs à rentrer dans ce cercle de la RSE, soit parce qu'ils n'en faisaient pas, ou d'autres, ils sont même peut-être meilleurs que nous. Et de ce fait, il y a vraiment une complémentarité qui se fait et on leur donne aussi des pistes pour eux être encore plus vertueux dans leurs achats et nous fournir des produits encore plus vertueux. Donc c'est vraiment ce lien qui se fait ensemble. Super. Pauline, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot sur ce sujet. Alors c'est vrai que sur la dimension achat responsable, on se rend compte quand on réalise un diagnostic auprès des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, il y a souvent ce sujet des achats qui pêche un petit peu. Donc c'est vrai que là, pour Locaservice, comme Amélie vient de le dire, il y a eu une première étape qui était attendue côté EcoVadis et côté Bicorp sur comment on évalue, comment on embarque les fournisseurs dans une démarche. Donc c'est vrai qu'une des premières étapes, c'est de se dire, on rédige une charte qui est un outil de dialogue. C'est vraiment de se dire, vous posez les engagements de votre entreprise, le pourquoi vous, en tant qu'entreprise, vous vous engagez sur ces sujets, et ensuite le pendant, donc du coup côté fournisseur, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Et donc vraiment, cette approche partenariale, elle est importante parce que l'idée, c'est pas de se dire d'emblée, on sort tel ou tel fournisseur, mais plutôt comment on peut les accompagner dans la durée pour continuer de faire perdurer l'ensemble de la relation. Et ensuite, vous leur demandez de progresser, d'améliorer leurs pratiques. Et in fine, si vraiment ça ne progresse pas et que ça ne rentre pas dans vos critères d'évaluation, là, vous pourriez effectivement être amené à prendre des décisions autres, notamment qui peuvent aller jusqu'à la cessation de la relation. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment un outil de dialogue. Et ensuite, c'est de mettre en place des critères RSE, de les sélectionner encore une fois, donc suivant votre taille, votre secteur d'activité, et vraiment à nouveau aussi d'embarquer l'ensemble des équipes et surtout de former vos équipes. Donc voilà, c'est important de vraiment former les acheteurs, mais pas que, parce que vraiment il y a énormément de collaborateurs en interne qui sont impliqués sur ces démarches. Peut-être que tu vas ajouter un petit complément sur la formation en interne. C'est très, très important parce qu'on ne peut pas demander quelque chose à son acheteur s'il ne comprend pas le pourquoi de tout ça. Moi, je suis la fiche EcoVadis parce que ça nous est demandé par nos clients, on est du B2B. Il y a tel critère qui est demandé, sauf que moi, je vais la voir, je lui dis, voilà, il me faut ça, ça, ça. Si elle ne comprend pas le pourquoi de tout ça, il n'y a aucun intérêt. Et elle n'ira pas expliquer ou demander ou réclamer certaines choses à nos fournisseurs s'il n'y a pas cet échange et cette compréhension. Donc, la formation est importante, voire obligatoire pour ce métier. D'ailleurs, Camille, je pense que vous avez mis en place à peu près la même chose de votre côté. Oui, on a effectivement aussi une charte, mais ce que je rajouterais pour la Banque de France, c'est que typiquement, les achats responsables, c'est l'exemple d'une démarche qui s'est autonomisée et qui a plus besoin de la mission RSE pour exister.
La direction des achats fait de l'achat responsable et on n'a pas besoin de leur rappeler d'en faire pour qu'ils en fassent. Donc effectivement, ils ont, je me dis ils, hein, maintenant c'est fantastique, une charte achat responsable déjà signée par plus de 250 fournisseurs. Ils ont fait des fiches prescripteurs justement pour les accompagner. Ils sont en train de mettre en place une école des achats dans laquelle il y a un module achat responsable qui est prévu. Donc ça n'empêche pas du tout de se dire que l'histoire n'est pas du tout terminée. En l'espèce, en plus, la Banque de France est en train de préparer son schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, conformément à la réglementation. Donc dans ce schéma, il faut s'engager à des actions. Et donc là, clairement, la mission RSE est présente pour réfléchir aux actions, aux indicateurs. Mais c'est quand même fantastique de se dire que le pilote de ce projet, c'est la direction des achats, c'est pas la mission RSE. Mission gagnée, accomplie. Justement, Quentin, vous avez mis en place un challenge fournisseur, non ? Effectivement, donc c'est même pas nous qui l'avons mis en place d'ailleurs, c'est donc un de nos clients qu'on accompagnait d'abord sur un petit périmètre de 2000 personnes. Ce client, c'est Naval Group, que vous connaissez sûrement, grand fleuron de l'industrie française, etc. Déploiement après sur 18 000 collaborateurs. Et troisième étape, c'est la direction des achats qui nous appelle en disant est-ce qu'on ne ferait pas un challenge avec tous nos fournisseurs ? On va challenger nos fournisseurs dans un challenge énergique. Du coup, ils ont fait un appel à volontaires sur à peu près 1000 de leurs fournisseurs. Il y a 125 fournisseurs qui ont répondu présents. Donc, prêts à créer des équipes et à se lancer dans le challenge. Et on lance ce fameux challenge donc, avec les fournisseurs et les acheteurs Naval Group, du coup, ce 18 septembre, donc lundi prochain. On verra ce qui se passe. À mon avis, des belles choses. Mais voilà, c'est aussi une possibilité d'embarquer ces fournisseurs et les collaborateurs de ces fournisseurs. Top, tu nous partageras les résultats. On a l'habitude de dire chez Imagreen que tout système qui se mesure est en mesure de s'améliorer. Donc si on revient sur la notion d'indicateur dont on parlait au début, comment est-ce qu'on rend visibles les résultats des actions qu'on mène en entreprise ? Comment on les communique pour, une nouvelle fois, faire adhérer toujours plus ? Qui souhaite prendre la parole sur ce sujet ? Après, donc sur cette partie-là effectivement, comment mieux valoriser les indicateurs. Donc nous, c'est vrai qu'on va plutôt dans les différentes recommandations qu'on va proposer aux entreprises, s'appuyer essentiellement sur notamment un rapport RSE. Une fois que vous avez donc du coup structuré votre plan d'action, que vous avez mis en place l'ensemble des indicateurs de pilotage, quelque part vous avez fait tout le travail. Donc c'est comment vous allez pouvoir le valoriser en interne, mais pas que. Et aussi donc utiliser ce format de rapport RSE pour pouvoir valoriser aussi auprès de l'ensemble de vos parties prenantes. On a vraiment beaucoup de nos clients qui ne sont pas obligés de mettre en place un rapport RSE, qui vont vraiment le rédiger. Donc c'est vraiment un outil de pilotage qui permet de poser vos objectifs, donc voilà, avec les objectifs vraiment ciblés, de pouvoir les mesurer dans le temps et aussi ensuite d'expliquer pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné et de pouvoir les réajuster. Donc on trouve que c'est un outil plutôt pertinent. Amélie ? Il est important, oui, de partager tous ces indicateurs et de les créer bien. Et en plus, quand on en a un, il évolue aussi dans le temps. Parce qu'il y a des réflexions qui se font au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on n'avait pas forcément pensées et qui s'alimentent au fur et à mesure avec le CODIR, avec les salariés. Donc c'est vraiment important d'en écrire. Nous, sur la consommation d'énergie, nos sites, on a créé aussi un bâtiment intelligent. Donc on a des capteurs, comme ça on a vraiment un suivi au temps réel de nos consommations. Parce que voilà, ça coûte de plus en plus cher, mais c'est aussi de le mettre aussi en rapport avec notre activité. Donc c'est voir aussi conformément avec tous nos sites, s'il y en a un qui est plus élevé ou s'il y en a un qui fait plus d'efforts. Sur la réduction aussi de production de nos déchets, parce qu'on est producteur de déchets par la fin de vie. Néanmoins, faut bien le trier, faut que les filières de recyclage aussi soient créées, qu'on trouve le bon partenaire. Donc c'est très important aussi de sensibiliser. Pourquoi on fait tout ça ? C'est bien d'avoir des indicateurs. Maintenant, si on fait mal le tri, tout va au DIB. Et alors là, c'est la cata. Donc, c'est pas ce qu'on voulait. Sur l'empreinte carbone, donc là, on est accompagné par Objectif CO2, mais c'est un engagement sur 3 ans.
3 ans où on doit s'améliorer, où on doit mettre en place des actions. Donc il y a de l'accompagnement aussi avec nos chauffeurs. Nos chauffeurs, voilà, ils sont dans les camions. Maintenant, ils doivent comprendre le pourquoi de tout ça. C'est de se dire, quand tu roules, tu fais des kilomètres, tu essayes de réduire ta consommation de carburant, parce que ça coûte cher d'un côté, et puis c'est pas bon pour la planète. 2, c'est aussi tous tes accessoires, ton freinage, ta façon de conduire est importante. Donc, ils ont aussi des suivis de tous ces indicateurs toutes les semaines pour aussi évaluer et transformer aussi leur façon de conduire. On accompagne et on promeut aussi le développement durable, qui est important parce que le développement durable naît la RSE en entreprise. Et c'est grâce à cela qu'on met des activités aussi dans l'entreprise. Donc là, le Work Now Day vendredi. Donc c'est vraiment inviter tous les collaborateurs à y aller. On est tous citoyens de la planète, donc voilà, on a sa part à jouer. La semaine du développement durable, maintenant qui est sur 3 semaines, et c'est trouver des activités pour lier les objectifs de développement durable à cette semaine. C'est de se dire, quand on fait massage assis, c'est de l'ODD3, donc bien-être, essayer de leur faire plaisir. Quand on a 2 ruches, là on va mettre la mise en pot du miel, c'est l'ODD 15, la biodiversité, faire en sorte qu'on remette les choses autour de la terre. On fait aussi un visite de centre de tri chez un de nos prestataires. Là, c'est l'ODD 12, donc c'est la consommation responsable. C'est faire en sorte que toutes nos actions, ils comprennent tout ça et ils soient tous acteurs. Peu importe l'échelle, voilà, on a tous notre enjeu sur le sujet. Merci. Camille, de ton côté, photo de pull moche du secrétaire général, une manière de le dire, il y en a d'autres ? Oui, alors d'abord, pardon à Énergique, parce qu'il était moche le pull, mais la mission c'était pull chaud, pas pull moche. Donc en fait, la question initiale, c'est Énergique ne met en difficulté personne, au contraire. Donc oui, la question initiale, c'était comment on mesure les bénéfices des actions et comment on les valorise aussi. Comment on les valorise. Moi, je voudrais dire qu'un enjeu quand même, c'est la donnée. C'est un vrai sujet, la donnée quand même, pour mesurer les bénéfices. Alors, quand on fait des choses qui touchent à l'institution ou aux pratiques, mais aux pratiques vraiment encadrées des collaborateurs, déjà la donnée, c'est un défi en soi. Par exemple, à la Banque de France, on a mis en place cette année des budgets carbone pour nos déplacements professionnels. Et donc on dit, il y a une politique voyage, on ne va pas à 10 en avion au G20, on y va à 2, on prend le train pour aller à la Banque Centrale Européenne à Francfort, etc., etc. Et vous avez, par direction générale, un budget carbone en CO2 qu'il ne faut pas dépasser. Ne serait-ce que pour budgétiser, ne serait-ce que pour suivre le budget, déjà ça implique de croiser un certain nombre de bases de données, ça implique même de faire évoluer ces bases de données, et c'est déjà pas une mince affaire. Mais alors en plus, quand on est à essayer de mesurer les éco-gestes des collaborateurs, c'est encore un autre défi, parce qu'on sait mesurer les actions. Il y a presque 3000 idées qui ont été soumises en Énergique. Vous avez X personnes qui ont suivi la fresque du climat, qui ont participé à une formation aux enjeux de climat. Mais les bénéfices de tout ça. Alors, voilà. La seule chose que je peux dire pour l'instant, c'est que donc, Énergique s'inscrit dans le cadre de notre plan de sobriété énergétique. On sait ce qu'on peut attendre par la baisse du chauffage, par nos infrastructures. Donc on va voir à la fin de l'année combien on a fait en moins de consommation d'énergie et on en déduira ce qui relevait des éco-gestes grâce à Énergique. Merci. J'aimerais maintenant revenir sur la partie client et toujours pour toi Camille, comment un acteur comme la Banque de France à un moment donné peut être moteur dans la transition en accompagnant les entreprises qui s'engagent ? Comment est-ce qu'on s'engage ? Eh bien, en fait, au titre de ces missions, je vous ai dit tout à l'heure que la Banque de France rend des services à l'économie. Et en particulier, la Banque de France attribue une note, on appelle une cote à la Banque de France, qui s'appelle la cote FIBEN, à 300 000 entreprises. Note qu'ils peuvent faire valoir auprès de leurs banquiers pour obtenir des financements si elle n'est pas trop mauvaise. Voilà, ça nous sert à d'autres choses, notamment la politique monétaire, mais enfin, ça, c'est une de nos missions. Et donc ces 300 000 entreprises-là, on s'est engagé à leur fournir, à compter de 2024, un indicateur climat, qui est un indicateur, qui n'est pas, pour le coup, quelque chose qui a un impact à ce stade sur leur cote, mais qui leur permet de se situer
pour qu'ils sachent où ils en sont dans leur trajectoire carbone vis-à-vis des accords de Paris. Donc il y a une composante exposition au risque de transition, composante exposition au risque physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est voilà, quelque chose qu'on a commencé à travailler. Puis ensuite, Bercy, le ministre de l'économie nous a demandé de nous saisir du sujet. On a fait ça pas tout seul. C'est quand même des métiers sur lesquels on monte en charge comme tout le monde. Hein, donc on s'est fait accompagner par l'ADEME pour ce faire. Mais voilà, on espère que ça permettra d'être utile aux entreprises qui sont dans notre base FIBEN. Merci. Il est l'heure de conclure cette table ronde. Si vous deviez chacun, là, nous donner une clé pour relever le défi de la transition, engager les collaborateurs, les parties prenantes de manière globale, vous diriez quoi ? Réaliser la fresque du climat qu'on a fait mercredi. Et c'est vraiment... on se prend une claque. Et de ce fait, on embarque l'entreprise dans des actions réalistes et concrètes pour se dire, voilà, dans les 40 prochaines années, parce que notre boîte a déjà 40 ans, c'est se dire, les 40 prochaines années, qu'est-ce qu'on fait et d'agir tous ensemble. Et aussi, on s'est lancé dans la certification Bicorp. Et là, c'est pas une masse à faire non plus. Maintenant, on a EcoVadis Argent, on a d'autres étapes aussi là-dessus, mais c'est de se dire... Bicorp, c'est vraiment 360 degrés. On va créer une gouvernance, on va créer d'autres choses. Et c'est vraiment interagir avec toutes nos parties prenantes parce qu'on intègre nos clients, on intègre les collectivités et ainsi de suite pour que tous ensemble, on agisse pour le bon et pour la planète. Merci. Sensibiliser et puis se lancer dans un process de certification. Camille ? Moi, je pense qu'il y a un défi pour relever la transition dans une entreprise comme la Banque de France, quand même une vieille dame, c'est de réussir à trouver le juste équilibre entre maîtriser les codes de l'institution, parler le langage de ceux qui nous écoutent, pour faire entendre sa voix, mais savoir aussi les briser un peu quand même, pour faire évoluer les pratiques, pour faire bouger les lignes, pour insuffler une nouvelle dynamique. Donc c'est un jeu d'équilibriste qui est assez drôle, mais que maîtrisent très bien les membres de la mission RSE. Merci. Pauline ? Normalement, c'était Quentin d'abord. Ah, pardon. Quentin ? Du coup, c'était moi en troisième. Moi, je dirais qu'il faut y mettre de la joie. Enfin, c'est une mission qui est complexe. On prend parfois des claques, comme à la fresque du climat. Ça fait mal, c'est anxiogène. Mettez-y plein de joie, c'est cool. Enfin, ça doit être super désirable comme avenir. Il faut tous qu'on aille dans cette direction-là. Et il faut y aller avec entrain, joie, positivité. Même si c'est compliqué, même si c'est long, même si c'est fastidieux, même s'il faut casser plein de codes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Allez-y, franco, plein de joie, quoi. Full joie, partout. Fun. Et du coup, effectivement, donc ça me permet de rebondir sur ce que Quentin disait. Il faut que ça soit fun, il faut que la transition, elle soit désirable, il faut vraiment donner envie. Donc c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Amélie sur la fresque, c'est vrai que c'est un outil qu'on déploie aussi beaucoup auprès de nos clients chez Imagreen. On essaye d'avoir cette approche, du coup, vraiment positive, bienveillante, d'être dans vraiment l'explication sans être moralisateur pour vraiment permettre à chacun de comprendre pourquoi il faut agir et en quoi cette urgence face au dérèglement climatique, elle est vraiment très pressante et il faut que tout le monde s'engage. Et derrière, c'est vraiment comment permettre du coup, au travers de cette compréhension, comment chacun, dans son métier au quotidien, peut faire sa part. Merci. Merci à vous quatre. Place aux questions. Ah ben, il n'y a même pas besoin de relancer. Allez-y. Bonjour, merci pour la présentation. J'aimerais me poser une question à Amélie. Vous parliez tout à l'heure des ODD, les ODD 15 et 12, si je ne me trompe pas. Et on sent comment une volonté de votre organisation d'être dans une stratégie bottoms-up, c'est-à-dire qu'on part finalement des employés pour les mobiliser et pour insuffler peut-être sur une stratégie. Est-ce que les ODD 15 et 12 ont été, par exemple, proposés par les employés au cours d'une... Enfin, est-ce que c'est les employés à qui on a proposé, enfin, on a expliqué les ODD et qui ont choisi ces axes de stratégie? Alors, on est signataire des ODD de l'ONU depuis 2 ans maintenant. Les 3 ODD qu'on a choisis, c'est le 8, 9 et le 12.
ce qui était plutôt notre business. C'est se dire, voilà, comme on commençait aussi dans la RSE, c'est qu'on ne va pas chercher d'autres OED. On aurait tous pris, parce qu'on s'est dit, ils sont tous bien, mais à un moment donné, il faut rester concret, et on est parti sur ces 3-là qui sont vraiment dans notre cœur de métier depuis ces 40 ans. À l'avenir, c'est vraiment de mettre plus les collaborateurs sur d'autres choix d'ODD, que ce soit la santé, le soin ou d'autres ODD. Mais ces 3-là, c'est vraiment ceux qui ressortent prioritairement de notre activité. Merci. D'autres questions? Soyez pas timide. Est-ce que la Banque de France, par exemple, a pris à bras le corps justement les ODD, et est-ce que ils font partie de votre stratégie? On connaît Veolia, on sait qu'il y a d'autres acteurs qui sont très différents, qui s'en emparent. Est-ce que vous, c'est le cas à la Banque de France? Alors, sur les ODD, à l'origine, je dirais que c'est un petit peu ce qu'a dit Pauline tout à l'heure, on en faisait sans le savoir. C'est-à-dire que ce n'était pas un vocabulaire qui structurait notre stratégie RSE. Mais il s'avère que c'est une excellente idée. Le thème de cette année pour les semaines européennes du développement durable, vous le savez tous, c'est de sensibiliser aux ODD et de faire agir dans cette direction. Donc là, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre, à utiliser ce vocabulaire, j'entends, et à faire le lien entre tout ce qu'on fait déjà et les ODD. Donc ça commence la semaine prochaine. Et effectivement, on a essayé, on a une série de publications qui sont en cours. Alors, le thème, comme vous le savez tous, on l'a su assez tard, comme tous les ans, le thème de la SCDD. Donc, on n'a pas infléchi notre stratégie à l'aune de la SCDD. N'empêche, on a essayé effectivement d'axer les actions qu'on propose, dont la fresque, à nouveau cette année, sur cet angle-là. Et on a le vice-président du Pacte mondial Réseau France qui viendra faire la conférence de clôture des Semaines européennes du développement durable à la Banque de France. Cérémonie de clôture au cours de laquelle nous annoncerons les idées issues d'énergie qui ont été sélectionnées pour être mises en œuvre. Donc tout est lié. Bonjour, merci aussi. Camille, j'ai aussi une question sur l'indicateur climat. Est-ce que vous avez déjà un calendrier tentative de quand va être disponible quoi pour les différentes tailles d'entreprise? Alors moi, je vous donne le calendrier officiel. Encore une fois, je ne suis plus dans ce projet-là. C'est la direction des entreprises à la Banque de France qui s'en occupe. Mais la mise en production, c'est 2024. N'empêche, ça fait quand même 2 ans qu'on procède à un échantillonnage secteur par secteur avec des entreprises pour préparer la mise en production. Donc vous avez des gens comme des grandes entreprises du transport, des grandes entreprises de l'automobile, des très très grandes entreprises de l'automobile, des grandes entreprises dans la production d'électricité en France qui ont travaillé avec nous pour tester et pour dire ça on est en mesure de fournir la donnée et ça on n'est pas en mesure de fournir. Et au demeurant, pour faire cet indicateur climat, il faut collecter des données climat auprès des entreprises. Données climat que les entreprises sont d'ores et déjà obligées de fournir aux banques, aux assurances, à qui. Voilà. Donc, la Banque de France va être en charge et est en train de travailler avec les banques à ce sujet de la collecte centralisée des données dont les banques ont besoin pour alléger la charge quand même des entreprises sur ces sujets. Eh ben merci. Je vous propose de conclure. Vous pouvez retrouver Energix sur le stand 15 et également Imagreen sur le stand 24. Encore une fois, merci à nos intervenants et puis je vous souhaite une bonne continuation sur le salon.